Au sommaire de l'actualité de ce 27 juillet 2015 sur la première, le lancement officiel du bordereau électronique de suivi de cargaison. C'est un nouvel instrument destiné à sécuriser les droits et taxes de douane dans le but de donner un coup d'accélérateur à l'économie togolaise. Débat autour de la gouvernance des universités publiques du Togo sur le à Lomé. Objectif, répondre efficacement aux nouvelles exigences régionales et internationales en matière de gestion des universités afin de donner une formation de qualité aux étudiants. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage revoit son organigramme et redéfinit ses activités en tenant compte du rattachement du département de l'hydraulique. Le sujet a meublé les échanges ce matin au cours d'une rencontre organisée par les responsables du dit ministère. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La nouvelle trouvaille des autorités togolaises pour booster l'économie nationale en pleine croissance, c'est le bordereau électronique de suivi de cargaison BESC. Ainsi, après l'OTR et le guichet unique, c'est cet instrument que les experts en économie ont trouvé pour sécuriser les droits et taxes de douane et renflouer les caisses de l'État. Il a été officiellement activé ce matin par le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification du développement, M. Kossi Asimaïdou. Pour en savoir un peu plus sur ce BESC, comme on l'appelle en abrégé, suivons ce reportage d'Anita Abdigakou. Dans le système de transport de marchandises en provenance ou à destination du Togo, les opérateurs économiques sont souvent confrontés à une kyrielle de difficultés. L'incertitude sur la nature de ces marchandises, la durée du transport et surtout la lenteur dans le processus de dédouanement. Cette période est désormais révolue grâce au bordereau électronique de suivi des cargaisons BESC. Un nouvel outil qui insuffle un air de modernité dans le secteur et permet ainsi au Togo de migrer vers une gestion sécurisée du commerce maritime. Un plus pour l'économie nationale. C'est le respect de l'un des principes fondamentaux de la gestion des finances publiques, à savoir l'unité de trésorerie, qui veut que toutes les ressources publiques soient centralisées dans les caisses de l'État, en l'occurrence au Trésor. Le système est entièrement dématérialisé, ce qui permet le dédouanement très rapide des marchandises et surtout la production d'une statistique plus fiable. Le Togo prend ainsi le pari d'une nouvelle gouvernance économique en mettant surtout en avant le besoin de respecter le principe de l'unicité des comptes de l'État. Un challenge en passe d'être gagné avec ce nouvel outil qui vient renforcer les différentes dispositions déjà mises en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. Les différentes dispositions mises en œuvre dans le cadre de l'émission et la gestion de BESC au Togo vont dans le sens du renforcement des réformes entreprises et devraient permettre à l'avenir d'avoir une maîtrise et une perception réelle des volumes gérés par ce bordereau, mais surtout faciliter les analyses croisées entre les bases de données de l'OTR, de la Société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur et des bordereaux électroniques de suivi des cargaisons. Les résultats des analyses assureront aux entités précitées une bonne captation des recettes fiscales en conformité avec les nomenclatures douanières correspondant aux marchandises livrées, favorisant ainsi un accroissement des recettes y afférentes pour l'État. Par une signature de convention le 8 avril dernier, le gouvernement togolais a nommé le groupe Antazer Afrique, mandataire de ces BESC. Il est chargé de représenter le Togo auprès de toutes les autorités portuaires des 4 coins de la planète. Une mission qui démarre le 1er août à minuit, date de mise en exécution officielle du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Les représentants des 2 universités publiques du Togo ont mené ce lundi des réflexions sur la gouvernance de ces institutions. Les débats ont porté précisément sur la gestion des universités conformément aux normes régionales et internationales afin de répondre efficacement aux nouvelles exigences de l'heure pour une formation de qualité aux étudiants. Compte rendu Dédé Poussao, Ramdan Bassina. L'adéquation formation-emploi est un des freins au développement socio-économique de certains pays. Il s'avère urgent pour les universités de mettre en place et surtout de développer un système d'enseignement compétitif pour mieux se positionner au plan africain et mondial. La gouvernance stratégique des universités faisant appel à la responsabilité et à la recherche de la qualité semble aujourd'hui être la meilleure stratégie.
que l'université est devenue une machine complexe, une machine où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Et en plus, vous avez des enjeux. L'un des enjeux aujourd'hui mondiaux, c'est que nos universités doivent produire des gens qui doivent accompagner le développement. Personne ne veut former des étudiants qui vont aller au chômage. Donc, le recteur ou le président de l'université qui se retrouve aux commandes d'une structure comme celle-là doit donc avoir, je dirais, des outils d'évaluation. Dans la recherche permanente de moyens adéquats en vue de cultiver la qualité, l'adoption de nouveaux modes de transmission, de nouveaux outils et de nouvelles formes d'échange entre communautés universitaires permettra de mener à fond des réformes dans l'enseignement supérieur. Bref, refaire tout autrement. Au-delà des instances habituelles, conseil d'administration, conseil d'université, etc., c'est d'abord de mettre en place des guides de procédure. Vous voyez, quand un nouveau président arrive dans une structure, par exemple, on doit lui remettre le guide. Il n'a pas besoin d'inventer la roue. Donc il doit tout de suite savoir comment on fait quoi. Le Togo a déjà mis en place des mécanismes et plans stratégiques pour relever le défi de l'adéquation emploi-formation. Ici, nous sommes en mutation. Nous quittons un ancien système. Nous avons quitté précisément un ancien système pour aller vers un système nouveau, qui est le LMD. Nous changeons de mode même de gestion des universités pour bien cadrer avec les enjeux mondiaux de l'enseignement supérieur. Cela demande que les acteurs comprennent tous ces enjeux-là et s'adaptent aux mutations qui sont engagées. La rencontre qui réunit les acteurs du monde universitaire va donc permettre entre autres l'élaboration d'un manuel de bonnes pratiques de gouvernance universitaire. L'Agence universitaire de la francophonie AUF, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et le Service français de coopération et d'action culturelle soutiennent cette démarche. Lomé qui abrite également une rencontre sous-régionale sur la mise en place d'un système d'information énergétique dans l'espace UEMOA. Une semaine durant, les experts du secteur énergétique des 8 pays de l'Union vont se former sur les outils harmonisés de collecte et de comptabilité des données énergétiques, et ceci dans le but de relever les défis en matière d'énergie et de climat auxquels les pays de l'UEMOA sont confrontés. La rencontre est organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec la commission de l'UEMOA. Reportage Kwasiglé, Prudence Zinso. Les questions énergétiques et climatiques font face aujourd'hui à des défis spécifiques dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ceci compte tenu d'un manque de politique régionale en la matière. Il est impérieux donc de réaliser des transitions nécessaires vers des systèmes énergétiques permettant une croissance économique durable, la protection de l'environnement et la réduction des inégalités. L'implication active des pays de l'UEMOA permettra d'améliorer la situation, ce qui justifie la présence de ces experts venus des 8 pays de l'UEMOA Lomé pour acquérir des expériences en matière de collecte et de comptabilisation des données énergétiques. Un accent particulier sera mis sur l'établissement de bilans énergétiques et les indicateurs climatiques. On n'a pas un système qui permet de remonter l'information à tous les niveaux, jusqu'au niveau politique pour une meilleure prise de décision dans l'élaboration des politiques. Donc on ne peut pas faire une politique sectorielle comme l'énergie sans avoir des données fiables. C'est avec ces données qu'on peut élaborer une bonne politique énergétique. L'énergie a une dimension transversale et c'est un facteur déterminant de développement, au point que qui consomme très peu d'énergie en termes de territoire est souvent considéré comme un territoire pauvre. Donc il y a un lien solide entre les consommations d'énergie et le niveau de développement. 4 pays de l'UEMOA, notamment le Bénin, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposent déjà d'un système d'information fonctionnel avec l'accompagnement de l'OIF. Cela nous a permis de mettre annuellement ou bien de publier annuellement les rapports élaborés dans ce domaine et avoir les bilans sur les bases desquelles nous tirons les leçons pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets en matière de développement énergétique.
Le projet de la mise en place de systèmes d'information énergétique dans l'espace UEMOA est un partenariat entre la commission de l'UEMOA et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il sera effectif dès le début de l'année prochaine, une fois finalisé le processus de sélection de la structure d'accompagnement du dit projet. Une réunion d'échange et de recadrage des activités du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique ce matin à Lomé. Avec la formation du nouveau gouvernement, quelques changements sont intervenus dans les attributions de ce ministère à travers le rattachement du département de l'hydraulique. La mise en place d'un nouvel organigramme s'impose donc, ainsi que la définition de nouvelles orientations à donner aux activités de ce ministère. C'est à cet exercice que les cadres du ministère ont convié à la réunion se sont livrés. Clarisse Atikle. Dans la configuration de l'actuel gouvernement, le département de l'hydraulique est désormais rattaché au ministère de l'Agriculture en vue de la gestion des ressources en eau, ce qui lui confère de nouvelles responsabilités et donc un nouvel organigramme. Ici, les acteurs du département planchent justement sur cet organigramme qui va régir le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Il était question qu'on organise cette réunion pour une prise de contact, pour se connaître, mais en même temps définir les activités ou le cadre, définir le cadre dans lequel les activités devaient être menées. Le Premier ministre a conçu une lettre de mission pour chaque ministère. Donc concernant le secteur de l'agriculture, nous avons reçu la lettre de mission qui décline les activités que le département aura menées pendant cette année et au cours des années à venir. Donc il est question de se retrouver pour passer au peigne fin cette lettre de mission, mais en même temps relire l'organigramme. Et sur ce sujet, le secrétaire général du gouvernement nous a fait une proposition donc qui fera l'objet d'analyse et d'adoption au niveau de notre département. Dans le souci de parvenir à de meilleurs résultats pour ainsi combler les attentes des populations et des partenaires, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique opte pour de nouvelles stratégies dans l'exécution des projets. On a voulu apporter une petite touche dans l'exécution des activités. Nous avons conçu ce qu'on appelle la fiche quinzaine qui décline les activités à mener sur 15 jours avec obligation à chaque porteur de livrer les résultats à la fin de la quinzaine. Et donc quand on aura épongé une première quinzaine, on engage une deuxième quinzaine qui définit aussi les activités prioritaires à mener dans nos secteurs. Au terme de cette rencontre d'échange, une feuille de route sera adoptée. Elle prendra en compte les activités à mener dans les 5 mois à venir et qui fusionnent les projets du ministère de l'Agriculture et ceux de l'ancien département de l'équipement rural. Un ministère de l'Agriculture qui reste attaché à sa politique d'origine qui est la promotion des activités agricoles. Une promotion qui inclut maintenant la vente de l'image des produits agricoles locaux grâce au partenariat avec des organisations de producteurs à l'instar de la coopérative des transformateurs des produits agricoles du Togo, Côte-Pat, qui il y a un an mettait en place une vitrine d'exposition vente des produits du terroir. C'était le 11 juillet 2014. Un an après son lancement, la Côte-Pat, qui a bénéficié du soutien du projet d'appui au secteur agricole PASA, a tenu à partager les résultats de son initiative avec le public, et le but étant d'attirer d'autres partenaires pour appuyer l'implantation de ces vitrines dans d'autres régions du Togo. Précision d'Andjouma Ali, Christine Pecheki Aloudé. Farine de maïs et farine enrichie, des huiles de soja, de palmier sans cholestérol, des jus de fruits embouteillés, la liste est longue. Plus de 300 produits transformés se placent, exposés et proposés au public. Un an déjà que la coopérative des transformateurs des produits agricoles du Togo, Côte-Pat, s'investit dans la transformation des produits locaux pour les rendre plus compétitifs. On a fait un chiffre d'affaires de 11 780 000 francs. Ensuite, il y a 52 fournisseurs qui vendent les produits à travers la vitrine, avec 3 emplois qui sont créés. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture et surtout l'appui du PASA, eh bien, les transformateurs que nous sommes ont amélioré la qualité des produits
De même que la présentation de ces produits à travers de belles emballages et aussi les étiquettes. À travers le PNIASA, le Togo a fait des progrès en matière de sécurité alimentaire. L'autre étape, c'est d'encourager la transformation des produits locaux, les valoriser pour la commercialisation afin d'éviter les pertes post-récolte. La vitrine produit du terroir soutenue par le PASA s'inscrit bien dans cette dynamique. Les initiatives se sont organisées au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment à travers le PASA, pour soutenir des entrepreneurs, en tout cas les porteurs d'initiatives économiques dans le secteur agricole, pour les aider à renforcer leur capacité productive en les soutenant financièrement à travers les subventions, notamment les fonds de promotion de l'image des produits togolais, qui leur sert à acquérir des équipements et pour certains également, pour leur fournir un certain nombre de fonds de roulement nécessaires à l'acquisition de la matière première. La coopérative ambitionne d'implanter des vitrines et présentoirs dans chaque région du pays et dans d'autres quartiers de Lomé pour une meilleure visibilité de ces produits. La politique nationale de formation civique adoptée par le gouvernement l'an dernier est entrée dans sa phase de vulgarisation. Après les régions de l'intérieur du pays, l'équipe de campagne de sensibilisation et d'information sur le document a posé ses valises dans la région maritime, à Thiévié précisément, pour une rencontre d'échange avec les leaders d'opinion locaux. Le compte rendu de la rencontre avec Adolphe Paca. La politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté, un véritable document qui vient consolider l'élan des autorités togolaises à rétablir l'ordre dans la cohésion sociale, la solidarité entre les peuples, la maîtrise réelle des valeurs démocratiques, bref, d'amener les Togolais à renouer avec les valeurs républicaines. Ce document, en fait, se veut un instrument puissant de promotion d'un citoyen nouveau, imbu des valeurs citoyennes et démocratiques, des valeurs civiques. Et si ce document a été adopté, cette politique a été adoptée, c'était face à l'incivisme grandissant dans notre pays. Depuis l'expérience malheureuse que nous avons connue avec le processus démocratique au Togo en 1990. Après l'adoption de cette politique par le gouvernement en juin 2014, l'heure est à sa vulgarisation. Dans l'approche utilisée par les responsables du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, initiateurs du dit document, toutes les couches sociales doivent se l'approprier. Après les autres régions de l'intérieur du pays, c'est au tour de la région maritime d'accueillir cette campagne de vulgarisation. Ils vont s'approprier le document. Ils vont le vulgariser au niveau de leur cité, du lieu de vie. Et on va essayer de mettre ensemble d'ailleurs les scénarios qui puissent nous amener à faire accepter ces valeurs au niveau des populations. Les communications portent essentiellement sur le contenu de cette politique. Les documents sont en outre distribués aux participants. Ceux-ci ont la charge de répercuter les acquis de cette formation dans leurs localités respectives. La République arabe d'Égypte a célébré sa fête nationale le 23 juillet dernier sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Si l'événement est passé inaperçu chez nous, c'est parce que la représentation diplomatique de l'Égypte au Togo a choisi de les célébrer en différé. L'ambassadeur d'Égypte au Togo a d'ailleurs animé une conférence de presse dans ce sens cet après-midi. L'occasion pour Mohamed Karim Chérif de briefer les journalistes sur la nouvelle diplomatie égyptienne en Afrique, les relations bilatérales entre le Togo et l'Égypte et la situation sociopolitique actuelle au pays des pharaons. Une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons dans nos éditions de demain. Le terrorisme, il n'y a pas que l'Égypte qui y fait face. Ce fléau sévit en plusieurs endroits de la planète, mené par diverses organisations et sous des formes plus barbares les unes que les autres. Au Nigeria, c'est la secte islamiste Boko Haram qui en a fait son activité de prédilection pour se venger des pays voisins qui l'empêchent de réaliser son funeste projet d'extension sur toute la région. Cette organisation, après avoir vainement tenté de s'implanter par la guerre classique, a opté pour les opérations kamikazes. Et elle ne s'embarrasse pas d'une quelconque éthique. Pour atteindre son but, Boko Haram envoie en effet des femmes, parfois très jeunes, se faire exploser dans des lieux publics.
Le dernier attentat a été perpétré à Maroua, au nord du Cameroun, où la bombe était portée par une fillette de 12 ans. Bar était bondé quand la bombe a explosé. Hier soir, en plein centre de Maroua, au nord du Cameroun, une adolescente kamikaze, âgée de 12 ans, s'approche du bâtiment et actionne sa charge explosive. 20 personnes sont tuées sur le coup et des dizaines de blessés évacués vers l'hôpital de la ville. Il y a beaucoup de morts, c'est grave. Il faut que les populations soient vigilantes. La ville de Maroua se remettait à peine d'une double attaque meurtrière perpétrée il y a 4 jours. L'une sur le marché central, l'autre dans une rue très fréquentée de la ville. Là encore, il s'agissait de 2 jeunes filles kamikazes. Ces attentats suicides portent tous la signature des islamistes de Boko Haram. Située au nord du pays, juste à côté de leur fief nigérian, la ville de Maroua est devenue l'une des principales cibles des terroristes. Dans la région, les attentats suicides sont quasi quotidiens. Très souvent, des femmes kamikazes, parfois même des enfants, comme ici, à Damaturu au Nigeria la semaine dernière. Une fillette de 10 ans s'est faite exploser au milieu de la foule sur le marché le plus fréquenté de la ville. Ce matin encore, quasiment au même endroit, une femme a déclenché ces explosifs, faisant 14 morts et 50 blessés. Barack Obama est toujours en Afrique. Le chef de la Maison-Blanche, qui a commencé sa visite sur notre continent par le Kenya, est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie, d'où il va prononcer depuis le siège de l'Union africaine un discours en direction de tous les dirigeants et peuples africains. Barack Obama, accueilli sur le sol éthiopien par une importante délégation menée par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Dans les rues d'Addis Abeba, la population bien équipée en produits dérivés ne cache pas son enthousiasme et ses attentes. Je suis très content et nous sommes nombreux à l'être. Obama est quelqu'un de très spécial dans ce monde et c'est un bon président. Nous l'aimons beaucoup et le respectons énormément. Et nous avons besoin de lui pour développer notre système éducatif, notre système de santé, notre économie. L'Éthiopie est l'un des États d'Afrique qui reçoit le plus d'aides financières des États-Unis. Et l'un des pays les plus pauvres du monde, mais qui connaît un taux de croissance de 10% par an depuis 5 ans. Le développement économique sera donc au cœur de cette visite. Mais il sera surtout question de lutte contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique, alors que les islamistes somaliens Al-Shabaab font sans cesse plus de victimes, en Somalie même, mais aussi au Kenya, durement frappé depuis 2 ans. Une urgence qui devrait reléguer au second plan la question du respect des droits de l'homme en Éthiopie. De nombreux rapports du département d'État américain mettent en lumière les nombreux cas de violation des droits de l'homme, de détention arbitraire, de torture, d'assassinat politique même, ainsi que les emprisonnements de blogueurs et de journalistes indépendants. Mais je ne pense pas que la visite d'Obama ou de quiconque ne puisse changer quoi que ce soit. L'un des moments forts de cette visite sera le discours de Barack Obama mardi au siège de l'Union africaine, l'occasion de repositionner les États-Unis comme partenaire privilégié, alors que la Chine ne cesse d'accroître sa présence sur l'ensemble du continent. Vendredi prochain, la femme africaine sera à l'honneur à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. Mais au Togo, les manifestations ont démarré avec une semaine d'avance après leur lancement officiel vendredi dernier à Mandouri par la ministre en charge de la promotion de la femme, Mme Tchabinandi Kolani Yenchare. Désiré Aloye. Les femmes, une couche qui représente au Togo 53,7% de la population active, une masse importante qui accède moins au moins de production pour leur autonomisation. Pour attendre de plus en plus leur voix, une journée leur a été dédiée. Chaque 31 juillet, la journée de la femme africaine est célébrée. Avant l'apothéose à Lomé, il est question ce 24 juillet ici à Mandouri de procéder au lancement officiel des différentes activités au programme notamment des sensibilisations
l'autonomisation. Les partenaires au développement et autres acteurs qui œuvrent pour l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme prennent part aux côtés du ministre Tchabinandi Kolani Yenkare de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pour lancer un appel à tous à contribuer à l'épanouissement de la femme. Autonomisation de la femme pour un développement inclusif, thème principal de cette 53e journée de la femme africaine. La ministre a planté donc le décor avec un regard particulier sur la promotion du financement des groupements de femmes, l'accès aux moyens de production et autres comme des conditions nécessaires pour l'émergence de la gente féminine. Ce qu'il faut à la femme, c'est qu'elle puisse accéder aux moyens de production. Et comme je l'ai dit, dans la préfecture de Kpendjel, les femmes ont difficilement accès à la terre. Donc c'est une sensibilisation en fait que nous faisons à l'endroit des autorités coutumières surtout et aussi des autorités politiques pour qu'elles puissent faciliter l'accès des femmes à la terre, l'accès des femmes aux moyens de production. À la femme elle-même, nous lui demandons de s'investir. Les femmes togolaises sont des femmes battantes. Et tout le monde le sait. Ce que nous leur demandons, c'est qu'elles fassent davantage d'efforts. Joignons l'acte à la parole, le membre du gouvernement a remis au groupement de femmes de Kpendjel des intrants agricoles, des enveloppes financières et du matériel de production. Je vais remercier monsieur le chef de l'État de ces cadeaux qu'il nous a donnés. Donc il y a le maïs, l'engrais, les marmites, le matériel pour le maraîchage, et l'engrais pour faire le champ. Il y a aussi le riz pour supporter nos enfants. Je les remercie beaucoup. Ça peut nous aider dans nos activités. On va beaucoup produire. L'épanouissement de la femme est une nécessité fondamentale qui passe aussi par son accès à la terre. L'ONG Refed Savane, qui lutte pour donner cette chance à la femme, a remis un plaidoyer intitulé « Renforcement du droit des femmes de la préfecture de Kpendjel à la propriété foncière aux autorités locales de Mandouré, lieu du lancement officiel de la journée pour acquis de droit. Battantes, les femmes ont des atouts. Une fois bénéficiaires des moyens de production, elles contribueront plus efficacement à l'essor économique du pays. La deuxième édition du Festival international des musiques gospel a démarré samedi dernier à la place Anani Santos de Lomé. Plusieurs artistes et amateurs de ce genre musical ont répondu à l'appel des organisateurs qui se sont fixés pour but de promouvoir, de valoriser le gospel du terroir. Un reportage de Luc Assi présenté par Rachel Aoko. Voici le cadre qui accueille la deuxième édition du Festival international des musiques gospel Festigot. L'événement promeut la musique gospel nationale, continentale et offre des moments d'échange et de partage d'expériences ainsi que beaucoup d'apports professionnels en musique. Nous avons initié ce programme pour former les artistes et mettre leur niveau plus haut que ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons essayé d'inculquer aux participants comment écrire un texte musical et la mélodie, comment trouver une mélodie qui peut attirer l'attention des gens, même ceux-là qui ne comprennent pas nos langues. Durant 3 jours, les mordus de la musique chrétienne vont célébrer et louer le Seigneur au rythme de la musique gospel. Des morceaux qui seront interprétés par plusieurs guest stars venus de la sous-région et du Togo. Depuis qu'il n'est pas venu ce soir, ils ont raté beaucoup de choses, mais c'est pas grave quoi. La valorisation de la musique est un créneau de brassage ethnique et culturel, gage d'un développement social. Un idéal qui reçoit le soutien des autorités du pays. On a besoin de rappeler ce que les chansons gospel procurent, à savoir l'apaisement des cœurs, l'espoir, le réconfort, l'appel à la tolérance, à la non-violence, à l'unité nationale, à la réconciliation, voire à la solidarité nationale. En plus d'un concert live chaque soirée, 4 prix honorifiques seront décernés, dont celui du doyen d'âge et du meilleur journaliste promoteur de la musique gospel.
Et voilà, 2015 à Pays Cabiais, les luttes se sont achevées, mais tous les lutteurs n'ont pas quitté les arènes. Il y a particulièrement une arène qui est restée ouverte pour accueillir les lutteurs du championnat Super Evala, dont c'était la 6e édition. Cette compétition, qui n'a aucun caractère rituel, est une initiative de la Fédération togolaise de lutte, qui a invité cette année des lutteurs sénégalais pour offrir des séances d'exhibition au public. Nestor Mouzo. Le coup d'envoi de cette 6e édition du championnat Super Evala a été donné par le ministre en charge de la culture, Guy Madje Lorenzo. Il a d'abord félicité les acteurs des cantons pour leurs prestations durant une semaine avant d'exhorter les jeunes Cabiais à continuer par s'intéresser à leur culture en vue de la pérenniser. Le championnat Super Evala est une initiative de la Ligue de Kara de la Fédération togolaise de lutte. L'édition de 2015 a connu une innovation. Des lutteurs sénégalais ont été les invités d'honneur. Ils ont offert un spectacle enlevé de rideaux. Tout comme les éditions précédentes, le Super Evala regroupe les meilleurs lutteurs des cantons. Ils ont été identifiés suite à leurs prestations pendant la semaine des empoignades. Chacun des participants est soit le premier ou le champion dans son canton. En organisant cette compétition, les initiateurs visent 2 objectifs. C'est pour pouvoir pérenniser la lutte et donner toujours l'engouement aux jeunes de participer, car au moins au bout il y a une petite récompense. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir fournir les athlètes à la Fédération togolaise de lutte pour les compétitions nationales et internationales. À l'étape des demi-finales, Passim Soué Nzono de Bou gagne Essowe Asango de Djamde, tandis que Manidoua Pekele de Soulzina est venu à bout de Tongwane Ani de Pia. Les 2 vaincus de ces demi-finales se sont rencontrés pour la 3e place qui est revenue à Annie de Pia. Pour le titre de super champion Evala 2015, c'est Manidoua Pekele de Soulzina qui l'a remporté. Il a reçu un trophée et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Le vice-champion a été gratifié de 150 000 francs, le 3e 100 000 et le 4e s'est contenté de 50 000 francs. Le prix de l'amitié a été décerné à la délégation sénégalaise. Ce communiqué de presse pour finir, en prélude à la lutte, en prélude à la tenue de la conférence africaine sur la piraterie maritime qui aura lieu à Lomé en novembre 2015, il est prévu des aménagements spéciaux sur la plage aux alentours immédiats de l'hôtel Mercure Sarakawa. À cet effet, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières demande aux usagers de cet espace, maraîchers, horticulteurs, etc., de démolir leurs installations et de dégager l'espace au plus tard le 9 août 2015. Passé ce délai, les autorités compétentes prendront leurs responsabilités pour le dégagement de l'espace. Signé, le communiqué signé du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Kwasi Ablom Johnson. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir.